Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va vivre un moment de nostalgie, on va partager ça avec Koulsoum Le Libou et Expédite Laop, Cerno, c'est dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir Koulsoum Le Libou. Bonsoir Jesmi. Bonsoir Expédite Bonsoir Laop, à tous. Cerno. Oui, bonsoir. Alors, quand je dis qu'on va vivre un moment de nostalgie, je vais juste vous montrer pourquoi. On a l'impression que c'est un des crooners des années 50 des États-Unis, Oui. et toujours, ça fait toujours plaisir. Koulsoum, Très belle image. très belle image, et surtout, encore une fois, comme j'ai dit, à tous ceux qui produisent, qui nous rappellent nos artistes des années 70, 80, 90, qui nous permet de revivre ça, merci. Et Expédie, et je le dis encore une fois, merci vraiment de nous faire partager merci ça. à vous Oui. de me donner la parole. Donc, Expédite Laop n'est pas que la fille du musicien, c'est aussi la fille du musicien, mais c'est aussi une conteuse, c'est aussi une écrivaine, c'est aussi quelqu'un qui s'est beaucoup investi dans l'illettrisme à La Réunion, Oui. Dans le travail sur l'illettrisme, et puis des chroniques à la radio aussi. Ah, Hein. vous êtes au courant de ça. Ah oui, oui, C'est vrai. des chroniques à la radio et puis plusieurs romans. J'ai retrouvé donc le premier roman Clotilde de la servitude à la liberté en 2014. En 2017, donc la traduction en créole de l'Évangile selon saint Marc. Oui. Et en 2019, donc le grand saut que Oui. vous avez apporté là. Et puis les autres, je crois qu'elle a été déjà présentée sur le plateau. Alors, Oui, juste, ce que Koulsoum n'a pas dit, le grand saut, ça s'écrit S-O, c'est pas S-O-T, hein, c'est S-A-I. SAUT. Et SAUT, effectivement. Donc, l'écriture pour vous, ça démarque quand et avec ce premier roman en 2014 Oui, mais en fait, j'ai toujours écrit, mais j'ai pas toujours été publié parce que j'écrivais des morceaux de texte comme ci, comme ça. Ce que je pensais, je m'étais pas écrit, mais j'étais, je dois dire, trop paresseuse pour me lancer dans un bouquin. Et puis, en fait, le livre qu'on vient d'évoquer, Maxime Laop, un chanteur populaire, celui-là, c'est une réédition. C'est au niveau publication, c'est le premier que j'ai écrit. Ah d'accord. Oui, Ok. donc en 99, il est sorti le 20 décembre 99, date symbolique, c'est parce que je l'ai écrit au nom de mon père. Donc j'ai écrit pour lui, je lui ai servi de négresse, si on peut dire. Hein. Et Pas donc de querelle de famille. je le voilà. pense. Donc j'ai écrit pour lui, et en fait, je dois avouer que je l'ai pas considéré comme mon livre, mais comme le sien, D'accord. parce que ok. j'ai écrit en son nom. Il Et voulait il y a qu'on quelque écrive chose sur que lui. lorsque j'avais reçu Expédite pour la première fois, justement pour Oui. le grand saut, on avait parlé de ça, de cette relation entre Expédite et Maxime Laop. Oui. C'était une relation père-fille ou c'était une relation... Au niveau du livre, c'est plutôt une relation entre un public et l'artiste, parce que j'ai pas écrit, comment dire, ce que j'ai mis en scène, c'est pas mon père, c'est l'artiste. Bien sûr. Donc j'ai fait abstraction de ce qu'ont été mes relations avec mon père, qui n'étaient pas forcément toujours roses, parce que c'est des relations père-fille dans les années, entre la fin des années 50 et jusqu'à son décès. À la fin, il était devenu très cool, très, très coulant. Mais quand j'étais jeune, il était difficile. Voilà, c'est ce que je Parce voulais... que c'était un père sévère. Un père sévère. J'allais faire le jeu de mots, mais bon, vous l'avez fait. Voilà. Mais- Non, ce que je voulais dire surtout, moi, c'est parce que la première discussion que j'ai eue, c'est que c'était un papa quand même qui avait une grande rigueur. Oui, qui était très dur parce qu'il avait des idées un peu archaïques, je vais dire. Et pour des filles, du moins ma sœur aînée et moi, il n'avait pas été tous les jours marrant. Mais après, longtemps après nous, il a eu à nouveau 4 filles qui se sont suivies. Ben, elles l'ont mené par le bout du nez. Hein. Oui. Parce que c'était une autre époque. Une autre Et entre-temps, génération. il avait aussi changé. Il avait pris de l'âge aussi. Il avait pris de l'âge. Ah bah oui. Donc, quand Et elles puis- nous racontent ce qu'elles ont vécu avec lui, je dis, bah, dis donc, on n'a pas eu le même père. Hein. Et puis, il y a aussi le parcours d'Expédite Laop à ce moment-là, quand elle arrive en métropole, quand Oui. elle va découvrir que le monde, ben, c'est pas la Réunion. Hein, Oui, bien sûr, oui, oui.
comme beaucoup de Réunionnais de cette époque. Hein. Moi je suis partie de la Réunion en 74 et quand j'arrive en France, en fait je suis partie de la Réunion ne connaissant rien du monde. Oui, mais j'étais pas la seule, c'est toute cette génération, on connaissait pas la France, on connaissait rien du monde. Donc arrivé en France, on découvre tout. Alors moi, comme je suis partie pour faire des études, disons par les lectures et par la culture scolaire, j'avais une certaine idée qui n'était pas toujours fausse, mais qui n'était pas entièrement vraie non plus. Mais il y a quand même beaucoup de jeunes créoles comme moi qui ne savaient rien de la France. Déjà, il y en avait qui n'étaient jamais venus à Saint-Denis. Oui, à l'époque. Alors, ils n'étaient jamais venus à Saint-Denis, ils débarquent en France. Et donc, alors pour revenir un peu à l'illettrisme, la situation là, maintenant, si vous regardez la Réunion, où on en est avec... Écoutez, moi, je dois vous dire que depuis que j'ai pris ma retraite, j'ai très peu d'informations de façon volontaire parce que j'ai tourné la page de cette vie professionnelle. Non pas que les illettrés ne m'intéressent plus, ils m'intéressent toujours. Je trouve quand même qu'il faut beaucoup travailler pour eux. Mais si vous voulez, au niveau professionnel, moi, j'ai tourné la page parce que je suis sortie du travail carrément épuisée. Oui, donc j'ai besoin de beaucoup d'années pour me remettre de ces années de travail. Donc je ne cherche pas à avoir des informations. Si j'en ai, bon, je prends, mais je cherche pas. Donc je pense que la situation ne s'est pas améliorée parce que de façon générale, et après si vous voulez, on peut mettre ce sujet de côté, je pense que la situation ne s'est pas améliorée parce que je ne suis pas convaincue que les pouvoirs publics vraiment font tout ce qu'il faut pour résoudre ce problème. On en parle, mais on ne fait pas grand-chose. Convaincu du contraire. Oui, bon voilà. Oui. Donc, je suis très pessimiste pour la situation de l'illettrisme à La Réunion. D'accord. Alors, une autre question. Alors, en 2017, vous vous lancez donc dans cette traduction en créole de l'évangile de Marc. Oui. Oui. Donc, ça change du roman, ça change la vie, de la biographie de... Oui, c'est quelque chose qui est arrivé un peu par hasard. C'est-à-dire que je m'intéresse au créole depuis toujours, mais surtout depuis que je suis revenue à La Réunion, donc depuis 84. Je m'intéresse au créole et je me suis beaucoup documentée, je me suis auto-formée sur le créole, j'ai appris beaucoup. Et puis, par hasard, il y a eu des circonstances qui ont fait que la Société biblique de Maurice, qui dessert tout l'océan Indien, voulait se lancer dans la traduction de l'évangile, de la Bible en créole. Et quand ils veulent traduire la Bible dans une langue, ils commencent par l'évangile de Marc. Donc, ils ont fait un appel à... Je pensais que c'était votre choix. Non. C'est le choix de la Société biblique qui était le commanditaire de cette opération. Donc, ils ont fait un appel à toutes les communautés chrétiennes de La Réunion, sauf les Mormons et témoins de Jéhovah. Hein. Je passe sur les raisons, mais enfin, à part les Mormons et témoins de Jéhovah, ils ont fait appel à toutes les communautés chrétiennes. Et l'Assemblée de Dieu, qui me connaissait, m'a demandé si je voulais participer. Alors que je savais rien. Hein. Je suis venue comme ça, par intérêt pour le créole et pour la Bible. Et puis, le conseiller biblique qui était là et qui vient du siège de la Société biblique universelle qui se trouve aux Pays-Bas, nous a fait faire des petits exercices, un petit test. Et il se trouve que c'est moi qui ai gagné. Parce que moi, j'ai rien trouvé dessus. C'est pour ça que je vous. En fait, c'est un peu confidentiel, mais c'est dommage parce que c'est un travail formidable qui était fait par une équipe de toute façon. Hein. J'étais pas du tout toute seule. Une équipe interreligieuse. Il y a eu des pasteurs adventistes, protestants, un prêtre, enfin plusieurs personnes. Et alors, il faut quand même que je précise que des gens qui sont bien plus calés que moi en créole ne sont pas venus. C'est bizarre d'entendre dire une dame créole que je suis pas calée en créole, je ne connaissais pas. Non, ça c'est, faut pas tout mélanger. Oui, absolument. Faut pas tout mélanger. Parce que celui qui parle créole n'est pas forcément calé en créole. Ça veut absolument pas dire ça. Oui, donc ces gens-là, il y en a qui ont des diplômes universitaires en créole, etc. Ils sont pas venus. Dans ce sens-là. Okay. Ils sont pas venus. Donc, de ceux qui étaient là, je sais plus, il y avait une dizaine de personnes. De ceux qui étaient là, c'est moi qui ai remporté le petit test. Et du coup, ils se sont tous dit, c'est toi qui dois faire la traduction. J'ai dit, mais moi, je veux bien. Mais bon, j'avais jamais fait. Hein. Du moins, moi, j'avais déjà traduit des textes pour mon père, mais des textes courts. Et me lancer dans l'évangile de Marc, c'était tout un autre travail. Mais on l'a fait, donc ça a duré plus d'1 an, avec de constants va-et-vient avec le conseiller, qui est un vieux monsieur très, très calé en créole et en langue ancienne, en créole de plusieurs régions. Et donc, on a mené à bien ce travail. Et maintenant, quand je le regarde, je trouve qu'il aurait pu être encore mieux. Mais en tout cas, il a été fait et j'en suis très, très contente. Et donc là, le dernier sorti alors, le dernier sorti, en fait, donc c'est la réédition de Maxime Lao.
qui est fait par les éditions Orphy, une très belle édition. J'aime beaucoup la facture de ce nouveau livre, qui n'est pas vraiment nouveau, en fait. Il a été réédité, donc 11 ans après la première sortie. Parce que moi, je le connaissais en album, comme on a un album en grand, là. Ah non, c'est pas ça. C'est pas celui-là. Non, c'est pas possible. C'est pas autre chose, alors. Non, c'est autre chose. Okay. C'est un livre qui est de tonalité générale bleue, qui a été fait par... comment s'appelle l'édition déjà? Ça m'échappe là. Non, bon, c'est pas grave. Voilà. Je retrouve. Donc là, c'est Orphy qui l'a refait et j'aime beaucoup cette façon de faire. Ouais. On a remis les photos et la différence, c'est que dans le premier livre, il y avait un cahier photo au milieu qui, à la longue, se cassait. Mais Orphy a réparti les photos sur l'ensemble du livre, c'est mieux comme ça. Oui. Donc c'est ça le dernier en réédition, mais le vrai dernier que j'ai vraiment écrit, c'est Le Grand Saut. C'est Le Grand Saut. Qui raconte donc notre départ pour la France avec des aspects, des anecdotes que j'espère assez humoristiques. Oui, puisque c'est sous cet angle-là que j'ai voulu raconter l'histoire. Mais oui, parce que je vois qu'il y a des mots qui se ressemblent mais qui ne veulent pas dire la même chose. Voilà. Hein, donc on arrive... Les faux amis créoles. Les faux amis créoles. Mais tout ça, c'est du vécu, c'est du vrai. Pas tous vécus par moi, mais par des gens que j'ai connus. Oui, mais je veux dire, c'est quand même quelque chose qui reste d'actualité parce que maintenant, les petits, quand on les emmène en métropole, eh ben, quand ils arrivent dans une boulangerie, ils demandent des macatias. On veut un macatia. Donc, c'est quelque chose qui perdure. Oui, c'est vrai que vous l'avez écrit, c'était votre époque, mais même maintenant, ça reste... C'est la proximité créole-français. Mais même, ça va même plus loin. Aujourd'hui, dire macatia, c'est presque un plaisir quand on rentre dans un... et quelle que soit la génération. Hein. Je pense que pour vos enfants... ça, c'est un truc très naturel. Créole. Oui. Voilà, naturel. Un macatia nature, un macatia au chocolat. Maintenant, on fait macatia au chocolat. Voilà. Et donc, là, ce sont ceux qui sont partis avec le Bumidum, la NT. En général, oui. Mais moi, ce n'était pas mon cas. Hein. Moi, je suis partie par l'Éducation nationale pour faire des études. Mais arrivé en France, j'ai rencontré beaucoup de jeunes qui étaient venus par le Bumidum. Et notamment, dans ma famille, il y a eu aussi plusieurs Bumidum. Ah, d'accord. Ah, parce qu'il y avait 2 façons de partir aussi. Il y avait 5-6 façons de partir. Il y avait l'armée, les gens qui partaient par l'armée. Il y avait ceux qui partaient pour faire les études. Moi, j'étais boissière, donc j'étais financée par l'Éducation nationale. Et il y avait des gens que la famille payait pour aller faire des études en France. Il y avait la formation professionnelle. Et donc, l'ANT, c'était les formations. L'ANT, c'est donc le descendant du Bumidum. Oui. Le Bumidum, pour les auditeurs qui ne savent pas, c'est le bureau de migration intéressant les départements d'outre-mer qui a été créé pour favoriser le départ des jeunes vers la France. Voilà. Ah, d'accord. Mais on partait par toutes sortes de moyens. Hein. Juste pour dire que Bumidum est une décision politique. Oui. Ça a été créé par l'État, notamment par Michel Debré. Ah oui, sacré Michel Debré. Oui. Et Zorro. Et donc, après donc, vos études, vous prenez la décision de revenir. Parce longtemps après quand même. Hein. 10 ans après. Oui, 10 ans après. Oui. Longtemps après, j'ai eu le temps de me marier, d'avoir des enfants, etc. Et qu'est-ce qui motive ce retour? Eh bien, l'appel du pays natal. On se fait quand même... c'est vrai. 10 ans après, on est bien installé quand même. Non, c'est on était bien installé. Déjà, quand elle est arrivée en métropole, il fallait déjà faire un effort pour y rester. 10 ans. Non, je suis restée très facilement. Quand je dis faire un effort, c'est que ça n'a pas été de tout repos. Ah ben oui, il y a eu des hauts et des bas, mais enfin, je crois qu'on a eu quand même plus de hauts. Hein. Ça s'est bien passé pour nous. Oui. Nous, si vous voulez, on n'a pas souffert d'être partis. J'ai souffert un peu du froid. Oui. J'ai eu des incidents racistes, mais ils me laissaient de glace. Hein. Ça me faisait ni chaud ni froid. Il faisait froid aussi, de toute façon. Voilà. Ça me faisait absolument rien parce que j'étais très bien entourée. J'avais déjà un frère et une sœur en France. On a eu un bon réseau d'amis. Donc, en fait, pour moi, l'installation en France, je l'ai bien vécue. Mais un jour, eh bien, il y a l'appel du pays natal, l'envie de revenir. Et oui. Non, allez-y, terminez. Cette envie a été surtout déclenchée quand ma mère a envoyé une photo de mes sœurs. Mes plus petites sœurs, donc 4, elles sont 4 qui se suivaient. Et tout d'un coup, elle a envoyé une photo, j'ai vu 4 adolescentes, des petites molosses. Mais je me dis, j'ai laissé des petites filles et je retrouve des jeunes filles qui ne me connaissent pas, que je ne connais pas non plus. Là, ça a commencé à me travailler. Et puis, quelques temps après, eh bien, par la suite de cette circonstance, on a eu envie de rester. Ah, d'accord. Mais on n'était pas du tout malheureux en France. Hein. Vous, non? Non.
D'autres, Moi et ma famille, non. Oui. D'autres, oui. ouais, voilà, c'est ce que je voulais dire. Oui, oui, oui. Il y a eu ceux qui se sont bien adaptés, il y a Oui, ceux qui n'ont pas oui, réussi. oui. Et c'est pas parce qu'on s'est bien adapté qu'il faut ignorer ceux qui ont souffert. voilà. Parce qu'il y a des gens qui ont souffert. Et ça, moi, je pense qu'il faut quand même le dire. Et pas se dire, j'ai déjà rencontré des gens qui ont dit, moi, je comprends pas, moi, c'était bien. Ben oui, c'était bien pour soi. Ouais. Pour soi, Mais il y a oui. des gens qui ont souffert. Parce que dans le titre Le Grand Saut, on a l'impression que on a l'impression que c'est quand on regarde comme ça, on se dit oh là, c'est beaucoup de souffrance. Et quand on lit le livre, on se dit ben non, c'est beaucoup de gaieté quand même. Oui, qu'il y a non, mais derrière. c'est-à-dire le grand saut parce qu'on a sauté la mer. Mais on a sauté la mer, mais pour nous, honnêtement, je le dis et je le répète, et pour beaucoup de gens que j'ai connus, ça s'est bien passé. Mais il y a beaucoup de gens que j'ai connus pour qui ça s'est mal passé. Donc, tout dépend comment on est parti, qu'est-ce qu'on a trouvé, comment on a vécu là-bas. Moi, j'ai connu des gens qui m'ont dit, c'était métro, boulot, dodo, je faisais mon TSC, je rentrais chez moi. Mais moi, j'ai pas vécu comme ça. Ah ben non. Et donc, je veux dire, les cas sont différents. Ça dépend des caractères. Voilà, aussi. des caractères et puis de ce qu'on a trouvé. Je veux dire, pour quelqu'un qui... Moi, j'ai pas travaillé à l'usine. Oui. Donc, j'étais dans un milieu d'étudiants. J'avais un frère, une sœur. J'avais des amis. Donc, ça s'est bien passé, mais j'ai connu des gens qui ont été très, très malheureux. Ouais, bah. Donc, Il nous reste pas beaucoup de temps. Voilà. On va parler du dernier. Alors de le l'autre dernier livre qui, en que fait, vous avez amené. et le premier que Oui, j'ai écrit bah oui, sous mon nom, Clotilde. en tant que moi-même. C'est un livre qui parle de mon arrière-grand-mère. De la servitude. Voilà, qui était donc la grand-mère de Maxime Lahope et qui était une esclave. D'accord. Ça remonte à quelle époque? Le livre, l'histoire. Clotilde. Alors, l'histoire commence en 1847 D'accord. et jusqu'à la naissance de Maxime Lahope. Oh, Et oui. paradoxalement, donc elle est née esclave. Elle est née esclave, elle a Un été an avant libérée. l'abolition. Voilà, elle a été libérée en 1848 et elle raconte l'abolition qu'elle a vécue en live. Ah oui, d'accord. Donc, et après, comment se passe l'époque où elle est affranchie, etc. Et en 1922, elle est déjà très, très âgée. Elle travaille plus parce qu'elle est devenue matrone, c'est-à-dire sage-femme. Elle travaille plus, mais elle met au monde son petit-fils, qui est Maxime Lahope, le premier Lahope né libre. Ah. Voilà. Et donc, comme c'est une histoire dont mon père nous a saoulés pendant toute notre enfance. Merci Maxime. Merci. Oui, oui, non, mais franchement, c'est un personnage qui me hantait jusqu'au jour où je me suis dit, c'est une histoire qui mérite d'être racontée. Et donc, j'ai comblé les blancs parce que je me suis quand même beaucoup documentée par les livres historiques, mais il y avait des choses qu'on ne savait pas. Et j'ai construit ce bouquin qui compte énormément pour moi. Et elle était dans quelle commune Aux Plates. Ah. Dans les Hauts-de-Saint-Leu. Dans les Maxime Hauts-de- Lahope est né aux Plates, ce que beaucoup de gens ne savent pas. Oui, mais parce oui, qu'il est d'accord. tellement attaché à Saint-Denis. Mais en fait, il est né aux Plates et il est venu habiter Saint-Denis assez jeune avec sa maman. Je vais vous embêter. Vous vous sentez un petit peu avoir un devoir vis-à-vis de cette aïeule? Ben, je ne sais pas si c'est un devoir, mais en tout cas, j'ai l'impression que je l'ai porté en moi. Voilà. Et j'y suis très attachée. Parce que à cause d'elle, on sait d'où on vient. Elle avait un nom. Quand elle était parmi les 62 000 affranchis, mais elle est identifiée. Parce que quand on dit 62 000 affranchis en 1848, c'est une masse. Oui. Mais elle, c'est Terrible, une personne qu'on a connue, qui a pu en parler, qui n'a pas pu tout dire, parce que le Maxime Lahope, donc, qui a connu sa grand-mère, il l'a connu, il était petit. Oui, la Et transmission s'est faite. Voilà, mais la transmission s'est faite, et franchement, je suis attachée à ce personnage. Pour moi, c'est le livre qui compte le plus. Et c'est le point de départ de votre filiation apparemment aussi. Oui, oui. Alors, pour finir, autre chose en préparation? Oui, Parce que là, il faut que... mais je ne dirai pas tout. Donc, vous nous reviendrez. Voilà, j'ai deux choses en préparation. Un recueil de contes, qui est déjà chez l'éditeur, mais qu'elle n'a pas encore lu, donc elle n'a pas encore approuvé. Les contes de Maxime Lahope, hein, et j'ai fait bilingue. Oh. Donc, je suis sur les conseils de Céline Huette, qui est une Ah écrivaine oui, que ah je bah oui, respecte Céline, beaucoup. Magnifique. eh ben oui. Ouais. Tout à fait. Donc, elle me dit, je te conseille de faire bilingue. D'ailleurs, c'est elle qui a corrigé et qui a préfacé. Et D'ailleurs, j'espère que ça va... Artemis a Oui, eu le prix le prix flamboyant. Ouais. J'espère que ça va sortir cette année. Et l'autre, c'est un roman, mais je ne dévoile pas pour l'instant. Je l'ai presque fini. J'ai juste une dernière question. Être la fille de Maxime Lahope aujourd'hui, ça n'a plus la même, j'allais dire... Consonance. Non. Pas consonance. La même, j'allais dire, la même force qu'avant. Ou alors on a changé de En fait, posture. pendant longtemps,
J'étais la fille de Maxime Larobe. Quand j'étais très jeune, c'était un poids. Et puis, je l'ai assumé. Mais maintenant, vous savez ce que je suis? Je suis la tante de Cyprien Zeni. Sans rigoler, hein. Maintenant, les gens qui nous rencontrent, ils me disent « Ah, mais vous êtes la tante de Cyprien » et je suis tout aussi fière. Comme quoi, ce n'est pas facile d'exister. Oui, merci, voilà. Expédie. Merci à vous, merci aux téléspectateurs. Cerno pour ce moment-là. On espère en tout cas vous revoir sur ce plateau. Ça serait avec plaisir. Et en tout cas de partager ça. Merci également à Gossou Molibou. Merci à vous de nous. Non, je suis en train encore dire des bêtises. On a encore une partie juste après. On va marquer une pause. On se retrouve juste après. La question est simple, c'est quoi le projet Mémorial des Noms? Alors, en avril 2018, donc le président de la République, lors d'une cérémonie qui fêtait les 170 ans de l'abolition de l'esclavage au Panthéon, donc il a annoncé 3 grands projets. Donc le premier qui était la création d'une fondation pour la mémoire de l'esclavage, ce qu'il fait. Le second, de transformer le Memorial Act en musée, donc c'est ce qui est fait également. Et donc le troisième acte, c'est l'édification d'un mémorial des noms attribués aux esclaves lors de l'abolition de l'esclavage en 1848. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1848, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion, donc les esclaves ont été inscrits sur des registres, donc qui s'appellent les registres spéciaux à La Réunion, et on leur a donné un nom de famille, parce qu'auparavant ils n'avaient qu'un prénom. Et le but, c'est de faire une œuvre artistique qui inscrirait l'ensemble des noms, alors c'est à peu près 200 000 noms, quelque chose de monumental, donc les 200 000 noms attribués aux esclaves au moment de l'abolition. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ces noms sont ceux qui sont aujourd'hui portés par les Réunionnais, les Guyanais, les Guadeloupéens, les Martiniquais. Et c'est à la fois donc un monument qui symbolise finalement cette entrée dans la citoyenneté de ces anciens esclaves, et c'est aussi un monument qui symbolise donc le geste républicain d'abolition de l'esclavage. Abolition de l'esclavage qui s'est accompagnée immédiatement de la citoyenneté, ce qui n'a pas été le cas par exemple aux États-Unis, où on a vu se développer la ségrégation. Il a fallu plus d'un siècle de lutte aux Noirs américains pour accéder à la pleine citoyenneté. Concernant La Réunion, plus précisément, comment ce travail se déroule? Alors, le travail a été réalisé par notamment Sudel Fuma, qui avait établi une liste. Il a été établi aussi par des généalogistes, un anthropologue, donc je pense Gilles Gérard, le couple Nouriga, donc les archives également ont participé à ce travail. Donc c'est un travail de collecte dans les archives qui a été compliqué par le fait que les registres pour certaines communes manquent, qu'il a fallu les reconstituer à partir des actes de décès, à partir des mariages, mais on arrive à peu près à reconstituer l'ensemble des noms qui ont été attribués au moment de l'abolition. Enfin, en tout cas, on arrive à reconstituer tous les noms qui sont encore portés aujourd'hui. Quelle est la prochaine étape de votre travail? La prochaine étape, c'est l'édification de ce mémorial. Donc, pour le moment, nous sommes dans un travail d'analyse des listes, de compilation des listes, et puis aussi de voir avec les uns et les autres, parce que dans chaque département d'outre-mer, ce sont des associations ou des groupes de chercheurs qui ont réalisé ces listes, donc de voir, de les coordonner de manière à ce qu'on ait la mise à disposition de la liste la plus complète, la plus exhaustive, pour qu'elle soit inscrite dans ce mémorial en hommage aux esclaves.
Quelle est la date butoir? À quel moment cet édifice sera inauguré? Alors, on espère que ce sera fait d'ici avant l'élection présidentielle de 2022. À La Réunion, il y a déjà un lieu Alors, ce sera au Jardin des Tuileries. Après, effectivement, il pourrait être très intéressant que La Réunion ou des communes de La Réunion le fassent. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a déjà une réalisation, par exemple aux Abîmes, qui est une commune de Guadeloupe, où tous les noms d'esclaves ont été inscrits sur une immense stèle. Il y a un projet en Martinique, à Saint-Pierre, donc au niveau de la cathédrale. On sait qu'il y a d'autres communes qui sont vraiment très intéressées par cette inscription des noms qui permet, en partant d'un nom porté par un esclave, je peux prendre mon exemple, Régent, on parvient finalement à faire l'histoire d'une famille et puis à retracer finalement l'histoire plus générale de l'esclavage.